n'étais pas certain que ce soit vraiment un cadeau parce que on me demande de traiter à peu près en moins d'une heure un sujet pour lequel au moins 200 heures de discussion, de réflexion, de débat ne seraient certainement pas suffisantes. Donc, je vais essayer de résumer le plus possible le propos. Donc, qui dit résumé dit forcément avoir un certain nombre de raccourcis, ça c'est une évidence. Et certains ici dans l'Assemblée ne manqueront pas de me questionner, de me poser des questions, et je répondrai à tout ça, bien entendu, simplement et, comme vous disiez tout à l'heure, sans aucune langue de bois. Alors tout d'abord, je vais vous faire... Alors attendez, je vais quand même... Ma coquetterie ayant les limites de ma presbytie, je vais quand même voir quand même ce que je fais. Et donc, je vais vous faire un petit survol. Vous allez voir, ça va quand même être un survol. Parce que la question de la santé, elle n'est pas simple. Et puis, la santé, eh bien, je me suis permis de reprendre la définition de l'OMS, qui n'a pas changé depuis 1946, en fait. Et on verra ensuite ce que cette définition a comme implication. Alors, ce qui concerne la définition de l'OMS, eh bien, vous la connaissez peut-être, vous l'avez déjà sans doute entendu. La santé est un état de complet bien-être. Ah oui, mais de quoi? Eh bien, la santé, si c'est un état de complet bien-être, ça concerne le physique, le mental et le social. Et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et j'aimerais presque rajouter à cette définition qui date de 1946, sans doute, l'économie. Alors, en ce qui concerne les implications de cette définition, en résumé, j'en ai trouvé deux. Finalement, dans cette santé ou dans ce matière de la santé, quelle est la place de la médecine? Et finalement, au bout du compte, n'y a-t-il pas un excès de médicalisation, j'allais dire par défaut d'autre chose, et on va voir peut-être en quoi consiste ce défaut. Alors, on va reprendre la définition de la santé physique, la santé mentale. J'ai rajouté dessus un bien-être émotionnel et cognitif, la cognition étant la connaissance, cette connaissance qui nous permet d'appréhender le monde, mais de faire des apprentissages, de réfléchir et tout, et puis la santé sociale. Alors en ce qui concerne la santé physique, eh bien ma foi, de façon très caricaturale, et les confrères présents dans cette salle me pardonneront cette simplification, mais j'ai essayé de faire le plus simple possible. On définit volontiers des affections aiguës, et puis des affections chroniques ou de longue durée. Alors, les affections aiguës, eh bien, certaines sont d'ordre médical et d'autres, certaines, sont d'ordre chirurgical. Les médicales, je les ai résumées. C'est surtout les infectieux, c'est ça que tout le monde connaît. La grippe, le rhume, les bronchites, toutes les affections, qu'elles soient virales ou bactériennes, on pourrait y revenir dessus. Et puis toutes les affections musculo-squelettiques, hein, ça va être les efforts inconsidérés, le claquage, l'entorse, j'en passe, et des tas. Je vais simplifier à l'extrême. La place du médecin là-dedans, finalement, dans les deux que je vous ai donnés, c'est très simple. De toute façon, vous avez ça, la probabilité que vous guérissiez tout seul, c'est quand même la plus importante. D'accord, hein? Quoi qu'on fasse, de toute façon, finalement, vous allez guérir. Alors vous allez prendre des médicaments, vous allez dire « Ah bah oui, je vais bien, j'ai pris un médicament, je vais bien, donc c'est grâce aux médicaments que je vais bien. » Sauf que même sans médicaments, vous auriez été tout à fait aussi bien, et vous ne seriez peut-être pas forcément... utilisés, j'allais dire intoxiqués, mais ça c'est un gros mot, avec des médicaments qui n'ont pas forcément leur place. Je coutume de dire que quand quelqu'un a un rhume, l'évolution sans traitement, c'est 7 jours, et quand on se traite, c'est une semaine. Tout le monde connaît cet adage.
c'est une réalité. Si vous vous faites une petite entorse, ben, ma foi, de toute façon, reposez-vous, ça guérira tout seul. D'accord ? Donc la place des médecins, elle est relativement limitée. Dans les infections, certes, il y a des infections qui peuvent justifier d'antibiotiques, mais l'expérience montre que ces infections qui justifient des antibiotiques sont de plus en plus rares. De plus en plus rares. Hein. Et donc c'est un sujet de préoccupation d'ailleurs, puisque la surconsommation d'antibiotiques va être un grand problème de santé publique, puisqu'on va voir émerger des germes qui sont à peu près résistants à tout. Ah. Et donc ça va être une véritable problématique de santé publique. Alors, dans les infections chirurgicales, bah, ma foi, j'allais dire, là aussi, j'étais simple, hein, traumatique, non traumatique. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous fracturez un fémur en 4 morceaux, vaudra mieux quand même l'aide d'un chirurgien pour mettre tout ça à peu près dans le bon sens. Hein. Et là, de la même façon que si vous avez une vésicule biliaire qui est complètement bloquée par les calculs, eh bien, il faudra vous opérer. Et ça, ce sont des affections, des affections aiguës, mais une fois que ça sera passé, eh bien, ma foi, vous irez bien. Donc, vous voyez que dans les infections aiguës, finalement, le rôle du médecin, il est relatif. Et Dieu sait pourtant si c'est une consommation quotidienne. La plupart des patients que nous voyons en médecine générale pour des problématiques non programmées, ce sont ces deux-là. Alors, il y en a d'autres, évidemment, mais je vous ai mis simplement les plus fréquentes, c'est-à-dire des affections qui se traduisent par un certain nombre de symptômes et affections qui, dans la plupart des cas, je ne dis pas dans 100% des cas, bien entendu, le 100% n'existe pas en médecine, pas plus que le 0%, mais dans la plupart des cas, guérissent toutes seules. L'autre volet, qui est le plus important finalement, c'est effectivement les affections chroniques ou de longue durée. Il faut avoir en tête que c'est actuellement ces affections qui entraînent le plus de handicap, le plus de soins, le plus de prise en charge. Ce sont toutes ces affections-là. Et ce sont celles, évidemment, qui coûtent le plus cher. Alors, j'ai mis les 3 premières, diabète, maladie cardiovasculaire, cancer, dans un petit lot, si je peux dire, parce que finalement, ce sont, pour beaucoup, des maladies de civilisation. Le diabète, en particulier le diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète non insulino-dépendant, est clairement corrélé au type d'alimentation que l'on va avoir. L'industrie agroalimentaire nous aide beaucoup dans ce domaine-là, en chargeant tous nos aliments de sucre, en nous donnant des choses de plus en plus appétantes, en mettant à notre disposition, et en particulier aux enfants, tout un tas de sucreries à haute valeur ajoutée, et en particulier des substances qui sont extrêmement addictives. Le sucre est une substance totalement addictive, en fait. Hein. Certains en subissent des conséquences et ne peuvent plus se passer de sucre et développent des maladies, obésité, diabète, etc. Donc, on est sur des pathologies qui sont clairement issues de notre civilisation. Les maladies cardiovasculaires, finalement, c'est un peu le corollaire. Hein, vous ajoutez le diabète. Je rappelle que le diabète est avant tout une maladie vasculaire, puisque il peut y avoir des complications, le diabète de type 2, on peut avoir des complications aiguës, mais qui sont très rares. Par contre, les complications à long terme sont des complications vasculaires. Hein, c'est dans ça que le diabète de type 2 va être dangereux, parce qu'il va donner ces complications vasculaires. Le tabac, évidemment, hein, on en parle à longueur de temps, correspond évidemment à un facteur de risque vasculaire relativement important, bien entendu. J'ai mis les cancers, puisque dans les cancers, à peu près la moitié sont d'origine alimentaire. C'est ce qu'on mange qui nous donne le cancer. Vous avez un quart qui est à peu près lié à des substances cancérogènes, je reprendrai le tabac et puis il y en a plein d'autres comme ça, bien entendu, et puis un quart où la part génétique est importante. Mais vous voyez donc que la part civilisationnelle, si je peux me permettre ce mot, par rapport à ces pathologies, elle est relativement importante, bien entendu. Alors, j'ai mis dans les autres maladies les maladies rhumatologiques chroniques. Hein, ce sont toutes les rhumatismes inflammatoires, le polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, etc. Donc des pathologies que vous connaissez ou que vous avez peut-être entendu parler. Les maladies neurodégénératives, en particulier, il y en a une qui est quand même malheureusement très très courante et de plus en plus courante, qui est la maladie d'Alzheimer ou toutes les maladies apparentées
hein, qui fait partie de cette grande classe des maladies neurodégénératives. Et puis j'ai mis les maladies psychiatriques à cet endroit-là. Alors vous allez me dire, tiens, c'est curieux, ils les mettent dans les santé physiques, parce que oui, la maladie psychiatrique comporte nombre d'affections dont le caractère génétique est maintenant avéré. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de pathologies psychiatriques chroniques dont les caractéristiques génétiques sont réelles, même si elles peuvent être par ailleurs modulées par l'environnement, qui constituent des éléments, comment dirais-je, influençant positivement ou négativement. Un exemple pour illustrer le propos, l'autisme. Pendant des années, on a culpabilisé les parents et les mères en particulier en disant si votre fils ou votre fille est autiste, c'est de votre faute. Très bien, prends ça dans la figure, hein, et vis avec si tu peux. On sait maintenant que c'est une maladie génétique, hein, dont l'expression va être modulée plus ou moins en fonction du contexte, mais ce sont des maladies génétiques. Il y en a d'autres, on pourrait en citer d'autres. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans ces pathologies et cette santé physique, dans les affections chroniques. On voit bien que dans tout ça, la place du médecin, elle est d'essayer de faire en sorte que les affections qui sont clairement et nettement amenées pour partie par la civilisation, par notre façon d'être, notre façon de manger, notre façon de nous comporter, eh bien, le médecin va être mis en première ligne, alors qu'il pourrait être en deuxième ligne si, quelque part, les populations pouvaient prendre conscience de la réalité de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont dans l'émergence et l'évolution de leur pathologie chronique, en fait. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Donc ce ne sont pas des maladies quelque part inéluctables, ce sont des maladies pour lesquelles un certain nombre de facteurs sont des facteurs déterminants, voire même principaux pour certains d'entre elles. Alors, là, comme je vous disais, effectivement, le rôle du médecin dans la santé physique, il est tout à fait possible, même si parfois, et même souvent dans les consultations de médecine générale, le patient nous fait l'amabilité de guérir tout seul, ça nous facilite quand même grandement le travail. Alors, en ce qui concerne la santé mentale, eh bien, la santé mentale, elle va dépendre, et là encore, j'ai fait ça de façon très caricaturale, hein, vous ne m'en voudrez pas de caricaturer à l'extrême et de simplifier, mais finalement, tout un chacun sait que notre psychisme, hein, notre psychologie, nos sentiments, nos émotions, elles dépendent aussi d'abord du groupe familial, clairement. Hein, toute famille connaît ses difficultés, connaît ses problèmes, connaît ses conflits, parfois même connaît ses violences. Hein, et cette situation au niveau du groupe familial va évidemment être un élément important dans l'émergence de difficultés psychologiques ou d'adaptation face à certaines situations. Et comme tout groupe, eh bien, il y a une culture, il y a une histoire dont il faut prendre en compte. Mais là encore, est-ce que c'est au médecin de s'en occuper? On peut se poser vraiment la question. Hein? Quant au groupe professionnel, dans le groupe professionnel, là c'est quelque chose d'important parce qu'on a à la fois les risques psychosociaux, on a aussi les phénomènes de harcèlement. Alors les risques psychosociaux actuellement, ça constitue ce que j'appelle moi une véritable épidémie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la souffrance morale au travail est présente, très 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 présente, souvent cachée, voire niée de la part de ceux finalement qui sont à l'origine de cette souffrance. Et cette véritable épidémie est pour l'instant très peu prise en compte. En règle générale, lors de nos consultations, il n'y a pas une journée sans qu'on n'ait pas un patient, voire deux patients, qui consultent pour cette situation de souffrance morale au travail. Par contre, c'est très difficile, c'est relativement peu admis. Il faut que pratiquement que ce soit la personne elle-même qui fasse la preuve
auprès des autorités, auprès de l'employeur et même près des médecins ou d'autres corps constitués, de leur réelle souffrance et du rôle du travail dans ce domaine-là. C'est tellement prégnant, si je puis dire, que lorsqu'un patient nous dit que ça va très bien au travail, on se demande s'il est bien tout à fait normal. Non, mais je plaisante un petit peu, mais on est un peu étonné. On dit, ah oui, vous êtes sûr que ça va bien? Oui, parce que tout ce que je demande avant vous, ça allait pas, ou ça allait, ouais, et puis vous me dites que ça va très bien, donc c'est un petit peu devenu exceptionnel. Hein. Et puis, la notion de harcèlement, alors attention, il faut faire la distinction. Hein. Le harcèlement est un terme juridique, qui veut dire que quelqu'un effectivement s'attaque à quelqu'un d'autre. Ok, très bien. La souffrance morale au travail, en particulier, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est le résultat d'une difficulté entre ce qu'on va demander à la personne et ses capacités, hein, ou ses compétences, ou bien il en a les compétences, mais on va tellement lui en demander qu'il ne va jamais pouvoir les faire. Il n'y a pas forcément de harcèlement. Donc, tout harcèlement s'accompagne d'une souffrance, évidemment, mais toute souffrance n'est pas le fait d'un harcèlement, il faut l'avoir aussi en tête. Le harcèlement, il intéresse également nos jeunes, nos collégiens, nos lycéens. Il faut savoir qu'on estime à peu près 11-12% le niveau de harcèlement en milieu scolaire. Je pense que ce chiffre est largement sous-évalué. Compte tenu de ce qu'on voit dans nos consultations, les conséquences sont dramatiques. Je peux effectivement vous le signaler. Alors le médecin, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer, si je peux dire, un peu les morceaux. Mais est-ce vraiment au médecin de prendre en charge tout ça? Est-ce que c'est au médecin de pallier à l'insuffisance de reconnaissance en milieu scolaire des enseignants eux-mêmes parfois, qui ont du mal, qui n'ont pas forcément la formation nécessaire, et puis qui ont souvent le réflexe de dire bah oui, mais bon, mais non, c'est pas grave, c'est pas ceci, tu te fais embêter par les camarades, etc., mais on en a vu d'autres, etc. Hein. Est-ce que c'est aux médecins de récupérer ces personnes en situation de souffrance? Certes, c'est notre rôle, mais que peut-on y faire si ce n'est à la société elle-même de prendre en charge comment dirais-je, tout ce qui doit être fait pour que les choses s'améliorent. Alors, la santé maintenant, la santé sociale, j'ai mis 3 choses. Le statut, les discriminations et la disparition de la culture du risque. Je vais y revenir tout de suite. Le statut social, c'est évident que en fonction des catégories socio-professionnelles, tout le monde le sait, le vécu est différent. Hein. Certains vont, je veux dire, s'éclater pour utiliser un mot à la mode dans leur profession, quelle qu'elle soit, et d'autres travailleront simplement pour ramener un salaire. La situation ne sera pas la même. On imagine bien que au niveau de l'habitat, hein, il y a les géographes de la santé qui utilisent et qui étudient tout à fait ça. En fonction de l'habitat, on va avoir des conséquences particulières, à la fois sur la santé physique et sur la santé psychologique. Je ne vais pas vous faire injure en disant que dans toutes les villes, à Nantes y compris, il y a des quartiers où ça se passe mieux et d'autres où ça se passe moins bien. Donc la notion d'habitat, la notion d'architecture, la notion de relations dans l'espace qui vont éviter toute ghettoisation va faire également va être quelque chose d'extrêmement important dans cette santé sociale, en fait. Hein. La précarité et la pauvreté, c'est de plus en plus important. Ça reste une préoccupation. De plus en plus de patients viennent et bénéficient de la CMU. S'ils bénéficient de la CMU, ce n'est pas pour le plaisir de bénéficier de la CMU, c'est simplement parce que leur niveau ne leur permet pas de se soigner normalement à part des cotisations personnelles ou des mutuelles qui leur permettent de se soigner. Donc c'est quelque chose que l'on voit progresser, sans compter, si je peux dire, les situations où les personnes vont renoncer à des soins
clairement et nettement, vous renoncez à des soins parce que ces soins deviennent trop coûteux, parce que effectivement le reste à charge de la sécurité sociale devient insupportable et que ces personnes-là n'ont pas nécessairement les moyens de se payer des mutuelles qui permettent le complément. Hein. L'autre question sociale, c'est les discriminations, le racisme, la xénophobie, les discriminations sexuelles, les discriminations religieuses. Tout ceci concourt évidemment, bien entendu, à des situations de mal-être, à des situations de conflit, à des situations, j'allais dire, de revendication. Et les personnes qui en souffrent, là encore, on ne peut pas dire qu'ils soient en bonne santé. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et puis, j'ai rajouté cette disparition de la culture du risque. C'est étonnant où cette société, où pour certains domaines, et je pense au domaine médical qui est le mien, finalement, on n'accepte pratiquement plus le risque, c'est-à-dire qu'on voudrait que tout soit sûr. Voilà, on voudrait être guéri de tout, on voudrait être soigné de partout, donc on n'accepte pas les risques. Et on continue à prendre sa voiture automobile sans respecter le code de la route, en roulant comme des fous, en ne respectant pas les priorités qui constituent un risque supplémentaire. Mais vous allez me dire, bah oui, mais ce risque-là, il est quand même assuré, donc il y a quand même quelqu'un d'autre qui l'assure, quoi. Hein. Donc on est dans une société où tout est assuré et où personne, finalement, n'est responsable. Donc la réassurance est une forme, pour moi, de déresponsabilisation. Alors je ne veux pas dire au niveau qu'il ne faut pas non plus être assuré, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'on pourrait très bien être assuré tout en ayant conscience de ses propres responsabilités. Responsabilité par rapport à soi-même, mais aussi responsabilité par rapport aux autres. Et dans ce contexte-là, je pense que si chacun d'entre nous avait cette responsabilité, eh bien, la santé y gagnerait et le médecin, là, n'aurait pas forcément beaucoup à intervenir, en fait. Donc, un petit peu pour résumer ce point santé, tout simplement pour dire que la santé, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui est extrêmement multifactoriel, et le fait qu'on se sente bien, effectivement, ne signifie pas forcément qu'on ne soit pas malade au sens des pathologies ou du handicap, mais qu'on se sente bien tout simplement dans sa vie, et se sentir bien dans sa vie, ça ne passe pas nécessairement par des médicaments, mais ça passe par des actions de prévention, de réflexion, ça passe par des réflexions et des attitudes simples. Par exemple, l'activité physique régulière, pour ceux qui peuvent effectivement la pratiquer, a montré son bénéfice tant dans la qualité du vieillissement que dans effectivement la prévention de maladies cardiovasculaires, voire même de certains cancers. Donc, le médecin, il a sa place, bien entendu, mais il a également une place qui lui est donnée de façon sans doute un petit peu excessive. Et donc, ça m'amène à cet excès de médicalisation par défaut, c'est-à-dire qu'on voit apparaître dans nos cabinets des patients qui sont toujours les bienvenus, bien entendu, mais qui n'auraient pas forcément besoin d'y être, ou peut-être pas nécessairement en face d'un médecin. Il pourrait très bien être en face d'un autre professionnel de santé, hein, que ce soit une infirmière, que ce soit un kinésithérapeute, que ce soit tout autre professionnel qui amène des soins en fonction de cette situation qui l'amène à consulter. Et puis, il y a quand même effectivement un excès de médicalisation à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les institutions. Bon. Je vois que j'ai une assemblée dont la moyenne d'âge me semble être dans la maturité. Hein? Peut-être certains d'entre vous font-ils partie d'une association d'activité physique et chacun d'entre vous a été demandé un certificat médical à son médecin. Eh bien, pourquoi faire ? Je vous le demande. Parce que globalement, la personne qui est suivie régulièrement par son médecin, qui n'a pas de problème particulier et qui veut faire un petit peu d'aquagym ou qui veut marcher avec quelqu'un, le certificat médical ne sert à rien.
médicalement à rien. C'est-à-dire que je suis désolé, mais si vous devez faire un infarctus 3 jours après ou même en sortant de chez le médecin, de toute façon, il n'y aura aucun signe qui permettra de vous dire que vous alliez faire quelque chose, à moins que vous ayez une pathologie particulière avec des facteurs de risque tels que le médecin vous aura dit de toute façon, pour vous, le sport vaut mieux éviter. Mais donc, on en est dans ces situations-là. Le nombre de certificats qu'on nous demande de faire et qui sont totalement abusifs, qui n'ont aucun support légal, si vous voulez, et qui vont faire des activités supplémentaires au médecin qui n'a pas forcément besoin de ça dans sa journée de travail. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, il y a des pays comme le Canada où ils ont réglé le problème depuis très 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 longtemps. Hein, lorsque vous voulez faire un sport, une activité physique, je parle de sport tranquille, hein, mais même en compétition d'ailleurs là-bas, vous remplissez un auto-questionnaire. Ok, très bien. Donc si vous mettez non à toutes les questions, ben, on vous donne votre licence et puis il n'y a pas de problème particulier. Si vous mettez oui à une question, effectivement, ben, à ce moment-là, vous allez voir le médecin et puis c'est lui qui juge. Alors, c'est parce que tout simplement les Québécois, et les Canadiens, mais les Québécois, sont sans doute plus responsables que les Français parce qu'on estime que les Français ne sont pas capables de faire ça. Alors, on pense que le Français, de toute façon, il va tricher, il va mettre qu'il n'y a rien partout pour avoir son certificat. Enfin, ça laisse un peu rêveur, hein, mais on peut penser qu'on est dans cette logique-là. Il y a d'autres excès de médicalisation par défaut. Un certain nombre de maladies n'existent que parce que certains laboratoires avaient des médicaments à vendre pour cette maladie. Ah oui, c'est bien plus pratique. C'est-à-dire que quand vous faites un médicament et que vous voulez le vendre, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous inventez une maladie. Vous créez une maladie qui était jusqu'à présent, depuis des millénaires, simplement un symptôme. Bon, qui de temps en temps gênait certaines personnes, mais c'était tout. Donc à partir du moment où on a un médicament qui traite ces symptômes, on en fait une maladie. Comme ça, le patient, il peut venir, ah, voilà, j'ai telle maladie, docteur, vous me donnez ce médicament-là. Enfin, vous me le donnez, vous me le prescrivez. Parce qu'en fait, le pharmacien, lui, ne va pas les donner. Voilà, c'est d'ailleurs une petite remarque que je fais toujours à mes patients qui viennent, le pharmacien m'a donné tel médicament. Je lui dis, ça m'étonnerait qu'il vous l'ait donné quand même. Alors, en général, il le vend. Bon. Donc, en fait, je ne conteste pas la prescription du pharmacien, qui a aussi un rôle à jouer dans la santé, et même quelquefois très important, parce que, en fait, on l'oublie souvent, mais le pharmacien est le premier dispensateur de soins. La plupart des gens qui viennent nous voir pour des problèmes aigus dont je parlais tout à l'heure ont été voir le pharmacien, qui le plus souvent a été de bons conseils. Donc, cette médicalisation par défaut, si je puis dire, c'est que on va voir le médecin, on a certaines situations, et on se rend compte que dans ces éléments-là, tout n'est pas forcément du ressort du médecin. Donc la santé, important, complexe, multifactoriel, le médecin a sa place, mais les patients et la société ont encore davantage de place si on veut résoudre un certain nombre de difficultés, un certain nombre de pathologies, un certain nombre de situations qui sont difficiles à vivre. Donc le médecin, il a sa place, certainement, et donc la médecine a sa place. Ceci étant, il faut le reconnaître, le restant, c'est plutôt de la société. Si on parle, le plus grand progrès médical qui a été fait, c'est l'invention, ou plus exactement, parce que c'était déjà inventé, mais en France tout au moins, la mise en place des égouts. Lorsqu'on a mis en place les égouts, les maladies infectieuses ont chuté de façon extrêmement importante, en fait. D'accord ? L'autre grande avancée, c'était les vaccins qui ont fait baisser de façon très importante des maladies qui étaient extrêmement importantes, voire mortelles. Et on peut dire que toutes les autres, comment dirais-je, progrès, ce sont des progrès réels, certes, mais qui, quelque part, en termes de santé publique, restent quand même un peu à la marge. Hein. Alors, là, je vais vous parler un petit peu maintenant du médecin généraliste. Alors, la médecine générale est une spécialité, vous le savez sans doute maintenant, depuis 2004. Depuis 2004, une spécialité depuis 2004. Alors, vous me dire, 2004, oui, c'est bien que c'est une spécialité à part entière. Sauf qu'en Norvège, ça l'était en 67, une spécialité. Au Québec, ça a été une spécialité en 70, une spécialité à part entière.
Alors pourquoi est-ce que la médecine générale n'a pas été une spécialité très rapidement, alors que dans d'autres, et en particulier dans les pays anglo-saxons, ça l'était bien avant, et c'était une spécialité la plus importante qui soit? Tout simplement, petit rappel historique, c'est qu'au sortir de la guerre, il y a un monsieur qui s'appelait Michel Debré, que vous connaissez tous sans doute, hein, dont le papa s'appelait Robert, était professeur de pédiatrie à Paris. Et donc, le choix qui a été fait par les politiques à ce moment-là, c'était de tout mettre sur les spécialités, la technique, et donc l'hypertechnologie, l'hyperspécialité. D'accord. C'est pour ça qu'on a fait développer toutes les spécialités médicales, chirurgicales, on a développé les hôpitaux et on a développé surtout les CHU. Hein. Et donc, la médecine de soins primaires, finalement, eh bien, est restée en rade pendant des années, des années, des années, des années. Clairement et nettement, quelqu'un comme moi qui, dans les années 70, voulait faire de la médecine générale, je passais pour un débile. Parce que le médecin généraliste, c'était celui qui ne pouvait pas être spécialiste. C'était le nul des promotions qui ne pouvait pas être médecin spécialiste actuellement. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, on pourra en reparler. Ceci étant, en Angleterre, ils ont fait complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre, ils ont tout misé sur les soins primaires, si bien que la population a été prise en charge. Mais à contrario, ils ont assez peu développé les spécialités médicales et les hôpitaux, ce qui expliquait que, en fait, comment dirais-je, nos amis anglais, avec le Brexit, je ne sais plus si c'est des amis finalement. Bon, bref, les Anglais, hein, finalement, venaient se faire soigner en France et on disait, bah oui, le système anglais, il est nul parce qu'en fait, quand ils ont besoin d'opération, ils viennent en France. Bah, il n'est pas si nul que ça. Hein, en termes de soins primaires. Donc maintenant, il y a un mix qui est en train de s'opérer pour la France dans un sens et pour l'Angleterre dans l'autre. Mais il a été démontré clairement que ce qu'on appelle les soins primaires, c'est-à-dire les soins ambulatoires de proximité, c'est quoi le soin ambulatoire? Ben, vous allez chez votre médecin, vous avez une consultation et vous revenez chez vous. C'est ça, les soins ambulatoires, les soins primaires. Les soins secondaires, c'est lorsque va y avoir un plateau technique, vous allez voir un gastro-entérologue qui va vous faire, qui va vous examiner l'estomac ou le côlon, etc., etc. Et puis les soins tertiaires, ce sont les soins dans lesquels il y a besoin d'un hébergement, donc d'une hospitalisation. On a tout misé sur les soins tertiaires, donc le CHU, les hôpitaux et les CHU. Eh bien, pour vous donner un petit exemple de ce que ça représente en termes de fréquence, on va utiliser ce mot-là, sur 1000 patients qui sont exposés à un problème de santé, il n'y en a qu'un seul qui finit au CHU. Un seul. D'accord? Les autres, soit ils ne sont pas vus du tout, pour une grande partie, soit ils sont vus effectivement par les soins primaires. Et donc ça a été démontré que les pays où le niveau de santé était le meilleur, c'était les pays où les soins primaires étaient les plus développés, c'est-à-dire grosso modo la médecine générale en fait. Mais il n'y a pas que ça en soins primaires. Le pédiatre qui va recevoir un enfant, qui va le voir, c'est des soins primaires. Un service d'urgence où vous entrez et vous ressortez, vous n'êtes pas hospitalisé, sous réserve que ce soit effectivement dans votre périmètre d'habitation, ce sont des soins primaires. D'accord. Alors, en ce qui concerne le médecin généraliste, eh bien ma foi, je me suis permis quand même de vous mettre un petit truc qui peut paraître un peu dur comme ça, mais en fait ce sont toutes les fonctions du médecin généraliste. Vous allez voir peut-être votre médecin généraliste avec un autre œil. En fait, le médecin généraliste en France, c'est le premier contact avec le système de soins. C'est-à-dire que c'est un accès ouvert et non limité. Hein, bon. Vous avez de plus en plus de difficultés, certes, à prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste, potentiellement, mais normalement, c'est un accès ouvert, sans discrimination, et qui va recevoir tous les patients. C'est une prise en charge de tous les problèmes de santé. Et moi, personnellement, dans chacune pratiquement de mes consultations, j'ai des patients qui viennent avec 3-4 motifs, tous différents. Que ce soit de la dermatologie, que ce soit de la gastroentérologie, que ce soit du conseil, que ce soit de la psychologie, etc. etc. Je m'étais amusé il y a de nombreuses années à faire un travail de recueil des demandes des patients à une de mes internes qui était au cabinet. Et en fait, donc, elle avait relevé tout ça. Et il y avait une patiente qui avait quand même remporté le pompon avec 11 demandes différentes. 11 demandes différentes. Hein. Donc, le médecin généraliste, c'est celui qui va être capable, normalement, de vous donner une orientation, de demander un avis, voire même de prendre en charge complètement ces différents
différents problèmes de santé. Alors, normalement, le médecin généraliste, c'est celui qui s'occupe de l'individu avant la naissance, si je puis dire, dans le ventre de sa mère, puisqu'on fait quand même aussi du suivi de grossesse, et bien jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort, en passant par tous les âges de la vie et en passant par toutes les pathologies et toutes les situations qui vont avec. Alors, c'est une approche centrée sur la personne, orientée sur l'individu, la famille et la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va nous intéresser, le patient qui va venir nous voir, effectivement, bah, c'est Monsieur Dupont, qu'on connaît depuis 10 ans, 15 ans. On sait comment il réagit, on connaît sa famille, on connaît les interactions. Et la décision qu'on va prendre, la plus souvent, va être justement centrée sur cette personne, c'est-à-dire que ça ne va pas être pour nous simplement un assemblage d'organes qui dysfonctionnent, mais bien un individu. Il faudra, dans ce contexte-là, faire la part des choses entre toutes les problématiques, et on tiendra compte, bien entendu, de ce patient, mais aussi de sa famille, et on sera bien obligé de tenir compte de sa communauté. Alors, c'est un processus de consultation particulier parce que c'est quelque chose qui est quand même personnalisé, qui va se poursuivre dans le temps. Je parlais tout à l'heure des maladies chroniques qui sont extrêmement nombreuses, qui sont extrêmement importantes. Et puis, quelque part, le patient qu'on va voir en début de sa carrière, eh bien, ma foi, on va le suivre tout au long des années. Et personnellement, je commence à voir des nourrissons de mamans que j'ai connues elles-mêmes dans le ventre de leur propre mère. Donc j'en suis déjà là, presque troisième génération en fait. Donc c'est un processus de suivi qui est important et puis qui doit normalement être basé sur une relation médecin-patient avec une communication appropriée. Et cette communication, on voit bien ce qu'elle est pour le médecin traitant. Nombre de nos patients, je suppose que vous-même l'avez peut-être déjà fait auprès de votre médecin, de dire bah, écoutez, je viens vous voir docteur parce que j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce qu'à l'hôpital, j'étais hospitalisé ou j'étais voir le spécialiste, mais j'aimerais bien que vous me réexpliquiez, parce qu'ils sont sympas, ils disent pas qu'ils n'ont rien compris. Et en général, ils me disent est-ce que vous pouvez me réexpliquer tout ça? Et donc, on va prendre aussi du temps pour tout ça, parce qu'il y a cette relation, on sait comment les personnes, comment dirais-je, fonctionnent et ont besoin de ces éléments de communication. Alors, le médecin traitant est aussi responsable de la continuité des soins, là encore dans la durée, et en fonction des besoins du patient. C'est quelque chose qui est évolutif, qui va se construire dans le temps. Et puis, là où c'est important, c'est qu'on doit avoir une utilisation efficiente. Alors ça veut dire quoi efficiente? Le mot efficient est souvent utilisé maintenant un peu à la mode. Mais l'efficience, c'est quoi? C'est la meilleure qualité au moindre coût. Et il y a les deux choses qui vont bien dans ce propos, c'est la meilleure chose et le meilleur coût, en fait. Puisque vous savez que la sécurité sociale, c'est pas nouveau, elle est un peu en déficit quand même. Et donc, il faut qu'on puisse être capable de coordonner les soins de façon adaptée, qu'on va travailler évidemment avec d'autres professionnels dans le cadre des soins primaires, et puis avoir une gestion du recours à d'autres spécialités. Et cet recours aux autres spécialités, c'est quelque part aux médecins d'en juger, et non pas forcément tenir compte de l'avis du patient toujours, bien entendu, mais certaines demandes ne sont pas forcément directement utiles, voire efficace, si je peux dire, en termes comment dirais-je, de résultats et de coûts. Alors, ce qui aussi définit la démarche décisionnelle d'un médecin, c'est ce qu'on appelle la prévalence et l'incidence. Ça veut dire quoi? C'est grosso modo la fréquence. Bon. Dans ce contexte des soins primaires. Alors, dans une carrière, par exemple, un médecin généraliste verra 2 voire 3 leucémies aiguës. C'est tout. C'est tout. Il verra peut-être en moyenne un infarctus par an. 1 à 2 infarctus par an. C'est pas beaucoup. Il y a certaines affections qu'il ne verra jamais. Moi, je prends l'exemple de la méningite cérébrospinale. En 38 ans de carrière,
j'en ai pas vu une seule. Ou alors je suis passé à côté, ça m'étonnerait parce que il y a des conséquences quand même. D'accord? Même si j'en cherche tous les jours quand quelqu'un a de la fièvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le raisonnement qu'on va avoir, il va se baser sur qu'est-ce qui pour nous est le plus fréquent. Quelqu'un qui a mal au ventre, si vous voulez, c'est peut-être un cancer, c'est sûr. Mais c'est probablement pas un cancer en termes de fréquence. C'est possiblement, mais c'est probablement pas ça. Peut être un dérogement intestinal, ça peut être un problème X, Y ou Z, ça peut être un problème de stress, ça peut être tout un tas d'autres choses. On va être attentif, bien entendu. Mais on ne va pas se précipiter sur des examens complémentaires. Vous imaginez bien que s'il fallait faire des scanners à tous les gens qui viennent pour nous voir pour avoir mal au ventre, ça serait plusieurs par jour, quoi. Hein? De même, la personne qui tousse, ben, la plupart du temps, ça va être une maladie virale tout à fait banale qui va guérir toute seule, comme je disais tout à l'heure. On ne va pas s'amuser à faire des imageries ou des scanners pour des situations qui sont tellement fréquentes, dont on sait que la probabilité de la bénignité est la plus importante, ce qui ne veut pas dire que ce soit sûr, bien entendu. D'où la nécessité d'avoir une vigilance. Là encore, on est amené à prendre des situations de santé aiguë et des problèmes de santé chronique. Là aussi, vous le vivez certainement. Vous avez mal quelque part, vous allez voir votre médecin et puis il dit docteur, tant que vous y êtes, vous ne pouvez pas me renouveler mes médicaments. Ou tenez, donnez donc, rajoutez donc ça sur l'ordonnance pour ma belle-mère, etc., 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 etc. Bon, c'est du vécu, hein. Je pense que vous l'avez également vécu. Donc là encore, il faut pouvoir s'adapter entre les situations aiguës et les situations chroniques. Et puis, un élément extrêmement important qu'il faut avoir en tête, c'est l'intervention au stade précoce et non différencié du développement de maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une maladie, bah, vous allez avoir au départ un symptôme. Bon, très bien. Vous inquiétez de ce symptôme, bah vous allez voir votre médecin. Sauf que le symptôme en question, dans notre tête, nous, ça peut être des dizaines de maladies. D'accord? Et donc, si quelqu'un a un symptôme précis, bah, s'il n'y a rien d'autre, à la fin de la consultation, on n'en saura pas plus. Et donc, une évolution va pouvoir se faire le plus souvent vers la guérison, quand je parlais de situations aiguës, mais également avec de nouveaux signes. Donc la personne va avoir peut-être un deuxième signe, mais le deuxième signe peut-être, mais bon, ça nous réduit peut-être le champ à plusieurs dizaines, à quelques dizaines. Et donc il va falloir continuer à voir cette situation-là. Et donc on arrive à des situations où, possiblement, un symptôme initial va conduire quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois plus tard, à un diagnostic qui va être précis. Et bien entendu, dans ces cas-là, le dernier qui fait le point a toujours raison, bien entendu. Comment ça, votre médecin n'avait pas vu que vous aviez ça? Mais enfin, que c'est que ce médecin-là, enfin bref. Sauf que le médecin qui n'a pas vu, en fait, il a vu, mais il a réfléchi, et puis il n'a pas envoyé directement pour le premier symptôme venu à l'hôpital ou à d'autres spécialités le patient. Donc cette notion d'évolutivité des affections, elle est extrêmement importante à prendre en compte, parce que ce que vous avez aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous aurez dans une semaine ou dans un mois, parce qu'il y aura d'autres choses. Et pour faire un diagnostic, un diagnostic, c'est quoi? C'est un certain nombre de symptômes qui non seulement collent ensemble, mais qui correspondent à une entité extrêmement précise, en fait. D'où la difficulté de faire un diagnostic. Et ceci nous amène à dire que, personnellement, les patients qui viennent me voir après avoir été voir sur Internet, ça me plaît bien parce que j'aime bien qu'ils aillent voir, parce que d'abord ça permet d'avoir une discussion, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez compris, etc., etc. Mais la quasi-totalité reviennent, ils sont complètement paniqués, parce qu'ils ont tout vu. Hein. Donc on discute, mais ce qui me permet de leur dire que s'il suffisait de regarder sur Internet pour être médecin, on nous épargnerait 10 ans d'études parmi les plus difficiles, sinon les plus difficiles qui soient en fait. Hein. Donc, cette information dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi intéressante et dans ce contexte-là. Et puis, pour finir, enfin, pas pour finir tout à fait, mais on a aussi ce rôle de développement de la promotion de l'éducation de la santé, c'est-à-dire effectivement tout ce qui va être de la prévention, bien entendu, mais également de l'éducation thérapeutique, qui est quelque chose qui est certainement très important, pour lequel se développe un certain nombre de structures et de possibilités. Alors, à côté de ça,
Eh bien, vous imaginez bien que le médecin généraliste, et c'est en ça que c'est une spécialité, et donc clairement et nettement, mes collègues de professeurs à l'hôpital me disent, quand on est entre nous, effectivement, ils reconnaissent que la médecine générale, c'est la spécialité la plus difficile quand on veut bien la faire, hein, et la faire bien, parce que ils me disent, moi, je serais incapable de faire tout ce que tu fais, en fait, hein. Parce que quand on a une spécialité précise, c'est confortable, on peut l'approfondir, mais ça reste confortable. Eh bien, cette réponse globale elle correspond bien entendu à la dimension physique, à la dimension psychologique, la dimension sociale, la dimension culturelle, mais aussi la dimension existentielle, parce que comme je disais tout à l'heure, de plus en plus de patients retrouvent nos cabinets parce que tout simplement, eh bien, leur santé au sens large du terme et leur santé morale n'est pas forcément la plus adaptée. Alors, pour terminer, le dernier point, et ensuite je répondrai à vos questions. L'évolution prévisible de l'offre de soins. Vous avez tous entendu dire qu'effectivement, il y a de moins en moins de médecins, il y a de moins en moins de possibilités de consulter, etc., etc., etc. Bon. Il faut revenir aussi un petit peu en arrière, c'est que dans les années 80, il y avait beaucoup de médecins. Ok, très bien. Et un fait tout à fait établi, c'est-à-dire que plus il y a de médecins, plus vous augmentez l'offre de soins, et donc plus il y a de patients qui consultent. Donc, plus il y a de médecins, j'allais dire, plus il y a de malades, entre parenthèses, qui vont consulter. C'est comme pour les supermarchés. Bon, vous en mettez un peu partout, de toute façon, il y a toujours des gens à vouloir aller voir et à consommer. Donc, ça a été clairement démontré, c'est-à-dire que plus vous offrez de possibilités de soins, plus vous allez aller consulter, parce que finalement, vous n'allez pas être obligé de faire cette réflexion sur ce que vous avez, vous. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le médecin ou pas? Actuellement, les gens réfléchissent peut-être à 2 fois avant de consulter le médecin, ce qui n'est pas plus mal dans ces conditions-là. Donc, cette décision qui a été prise de réduire de façon assez considérable le nombre de médecins a conduit à une situation actuelle où on va se trouver, soi-disant en pénurie. Je vais dire soi-disant, et je vais vous expliquer pourquoi je dis le soi-disant. Voilà. Ça a même été telle, cette diminution, qu'à une certaine époque, on a inventé ce qu'on a appelé le MICA. Vous savez bien qu'en France, on aime beaucoup les SIC, c'est-à-dire le mécanisme d'incitation à la cessation d'activité, qui a permis à des médecins qui avaient 50 ans de prendre leur retraite à taux plein, en plus en embauchant une prime pour partir. On s'était dit, on va tous les foutre à la retraite, cela, comme ça, il n'y aura plus de médecins, donc il n'y aura plus de malades. Parfait, très bien. Bon. Sauf qu'il y a encore un peu des malades quand même, hein. Donc cette crise démographique, actuellement, elle est relativement simple. On diminue le nombre de médecins. Actuellement, le nombre n'est pas véritablement compensé par les jeunes qui sont formés actuellement, puisqu'on est dans cette période où justement tous ceux qui ont été formés dans les années 80 commencent à prendre leur retraite. Donc ceux qui vont partir sont très nombreux et ceux qui sont formés le sont pas suffisamment. Et puis, le nombre de médecins qui exerçaient en 2003 donc baisse, et puis ça va remonter progressivement, avec le gros creux dans les années 2020 à peu près. Ça sera vraiment le creux du creux, et on ne retrouvera le nombre de médecins en 2003 qu'en 2050. D'accord? Donc, c'est-à-dire, grosso modo, à peu près, dans un peu plus de 30 ans. Donc il est possible que certains d'entre nous, moi le premier, n'ayons plus besoin de médecins dans 30 ans d'ailleurs. Hein. Bon. Sauf si je fais un centenaire, mais ce que je ne souhaite pas nécessairement. En fait. Donc ce chiffre-là, il est relativement soft par rapport à ce que je vous dis et par rapport à la remarque que vous faites, qu'effectivement, la population va augmenter un peu plus, va vieillir encore, mais je vais y revenir tout de suite, ce qui sera un autre problème. Alors, la féminisation de la profession, certains disent que c'est un problème. Bon, alors moi, je remets d'emblée les pendules à l'heure. Des mauvais esprits disaient qu'une profession qui se féminise est une profession qui se paupérise. C'est tout à fait faux.
une profession qui se féminise, et bien finalement c'est tout bonus pour les hommes qui sont dans cette profession. Et là aussi ça a été démontré. C'est-à-dire que depuis que les femmes sont arrivées en nombre parmi les professions médicales, les hommes vivent beaucoup mieux. Parce que finalement, les femmes ont réussi à faire modifier leur mode de fonctionnement, ont réussi à faire adopter par les patients leur mode de fonctionnement, qui est beaucoup moins stressant, qui est beaucoup moins à charge, et donc finalement, ce sont les hommes qui en bénéficient. Je me souviens, parce que moi j'ai créé mon installation, enfin j'ai vissé ma plaque un jour de juin 81, et quelques temps après, je me suis associé avec une femme. Et lorsque les patients, vers 19 heures ou 20 heures, appelaient au cabinet en disant « Est-ce que votre associée est là ?» Je lui dis « Ben non, elle est partie. » Et on me répondait invariablement « Ah bah oui, c'est normal, elle a des enfants. » Moi, les miens, je pouvais toujours courir. Hein. De la même chose le samedi après-midi ou le samedi matin, quand on appelait, je dis non, elle n'est pas là, elle ne travaille pas le samedi. Ah bah oui, elle a bien raison, parce qu'avec ses enfants, c'est normal. Quoi. Moi, avec mes enfants, le samedi, je ne le voyais pas très très souvent quand même. Hein. Donc il y a une évolution des mentalités, et on sait très bien que ça a été décrit, ça, en particulier au moment de la guerre, où faute de bras dans les usines, on a fait travailler les femmes. Sauf que les femmes, pour travailler, elles n'avaient pas les muscles nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé des machines pour aider les femmes à travailler et faire le même rendement que les hommes qui, eux, le faisaient avec leurs muscles. Si bien qu'une fois que les machines ont été là, quand les hommes sont revenus, ils ont bénéficié des machines. Et donc, ils se sont beaucoup moins fatigués qu'ils ne faisaient avant. Donc, tout ça, c'est mon cri féministe de la soirée. Donc, une profession qui se féminise n'est pas forcément, et sûrement pas une profession qui se paupérise. Et au contraire, ce sont les hommes qui en bénéficient le plus. Par contre, sans doute, on aura chez les femmes un peu plus de temps partiel pour les médecins femmes. Alors, c'est quoi un temps partiel pour un médecin? C'est environ 48 heures par semaine. C'est ce qu'on appelle le temps partiel, puisque le temps complet, c'est à peu près 60, 65, personnellement c'était 70 heures par semaine. Ce que je me faisais dire à mes patients, oui, moi je travaille 35 heures par semaine, enfin 35 heures, mais je rajoutais 2 fois par semaine en fait. Donc effectivement, les femmes vont volontiers un temps partiel, c'est-à-dire 40-45 heures par semaine. Ok. Donc d'aucuns pourraient trouver que c'est un temps partiel un peu fort, mais c'est la réalité. Donc il faut relativiser le mot. Et puis surtout, on y reviendra, c'est l'exercice en maison ou pôle pluriprofessionnel. Actuellement, c'est terminé. Les médecins, les jeunes médecins, ne veulent pas s'installer tout seuls. C'est normal. Ils vont s'installer puisque nous, on les forme de façon à ce qu'ils puissent travailler en équipe, en collaboration avec d'autres professionnels, avec des paramédicaux. Et toute cette équipe-là, c'est quelque chose qui facilite à la fois la communication, qui facilite à la fois les relations, et c'est le patient qui en bénéficie au bout du compte. Donc clairement et nettement, l'exercice de demain sera un exercice en maison ou pôle pluriprofessionnel. Alors, j'évoque quand même le changement de mentalité des jeunes médecins. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ils ne veulent plus travailler 70 heures par semaine. Hein. Les jeunes ne veulent plus rien faire. En ce moment, c'est bien, c'est toujours comme ça. Bon, bref, 70 heures par semaine. Hein. Et puis surtout, l'intérêt de la profession arrive derrière les préoccupations personnelles. Et ça a été démontré à tous les niveaux, dans toutes les professions, quoi. Que ce soit les avocats, les ingénieurs, les architectes, enfin tout ce que vous voudrez, dans toutes les professions dites cadres et plus. Ce n'est plus le métier qui va être la préoccupation principale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas bien leur travail, du tout. Ils font très très bien leur travail. Sauf que, avant la profession, ils mettront leur famille, ils mettront leur vie sociale, leur vie associative, les loisirs éventuellement, et la profession sera faite de façon compétente, professionnelle, consciencieuse, mais ce ne sera plus une priorité. J'entendais, c'était avant-hier à la radio, une interview d'une confrère qui continuait à consulter à 87 ans. On a entendu qu'il avait 92 ans, si vous voulez. Bon. C'est très bien pour celle qui veut travailler jusqu'à 87 ans. Je ne sais pas si c'est bien pour les patients, sans doute. Mais on peut imaginer que c'est quelqu'un pour laquelle la profession est toute la vie et qu'il n'y a rien d'autre à côté.
Parce que pour continuer à travailler à 87 ans ou 90 ans, il ne faut rien avoir d'autre à faire dans son existence. Alors c'est très bien pour ces gens-là, mais on peut se poser la question de la pérennité de l'exercice dans ce domaine-là. Alors, j'en revenais tout à l'heure aussi sur... pardon, c'est ça, on va prendre le bon bouton. Les vieillissements de la population. C'est une évidence. On a de plus en plus de vieillissement, donc de plus en plus de pathologies et de pathologies chroniques, et on a de plus en plus de demandes. Ensuite, on est dans le cadre de la prévention, en particulier pour toutes les personnes âgées, bien entendu, mais aussi on va être dans le confort de vie, et toutes ces situations amènent des demandes qui sont extrêmement importantes. Je parlais tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, parce qu'on appelle souvent Alzheimer des pathologies qui n'en sont pas. Clairement et nettement, pour ces pathologies-là, on n'a pas de médicaments. Aucun médicament n'a montré son efficacité, donc tout cela ne sert à rien. Et on sait que ça va être une prise en charge médico-sociale qui va permettre à cette personne atteinte de ces troubles de la mémoire et de l'attention de vivre et de continuer à vivre, j'allais dire, dans les meilleures conditions possibles, en fait. Donc ce vieillissement de la population est important parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en termes d'économie de la santé, ce sont les 4 derniers mois de la vie qui coûtent le plus cher. C'est-à-dire qu'on voit les dépenses par individu, ça monte un petit peu en montant, en vieillissant, et les 4 derniers mois de la vie, ça monte de façon très importante. Alors certains malins disent, il n'y a qu'à supprimer les 4 derniers mois, comme ça on fera des économies. Bon, alors le problème c'est que si certains d'entre vous ont encore 4 mois à vivre, autant faire quelque chose dès aujourd'hui, vous coûterez moins cher. Le problème c'est qu'on sait pas véritablement le temps qui nous reste à vivre, et finalement c'est pas si mal que ça. Alors, l'aspiration à la santé de la population, c'est ce que je disais tout à l'heure. La santé c'est pratiquement devenu un droit. On a des patients qui disent oui mais docteur, j'ai droit à ça. Vous avez peut-être droit, mais enfin, est-ce que votre État va bénéficier de ce qu'on peut vous proposer? Oui, mais j'ai droit. Bon, ça ramène à pas mal de choses et de difficultés. Et puis une chose que j'ai notée, c'est ce qu'on appelle la disparition ou le savoir médical profane. On voit ça en particulier du fait là encore, de la société qui éclate les familles, dans lesquelles il n'y a plus forcément de référents. Et on voit bien ça au niveau des jeunes, et en particulier les jeunes parents, qui nous amènent leur bébé dès qu'il y a un pet de travers. Oui, certainement, et des fois un rot de travers, pour parler gaz tout simplement. Et en fait, ces parents-là, ces jeunes parents, ils viennent pour être rassurés, bien sûr, donc c'est un petit peu notre travail. Mais ils ne seraient sans doute pas venus si à côté d'eux, il y avait eu une mère, une grand-mère, une belle-mère, peut-être pas la belle-mère, non, quand même. Mais bon, quelqu'un de bien, quoi, qui va lui dire, mais non, t'inquiète pas, t'étais comme ça quand t'étais petite, et puis tu lui donnes un peu de ceci, puis ça va aller bien comme ça, en fait. Bon. En fait, pour beaucoup d'affections, ce savoir médical profane, ce qui existait, permettait aux gens de pallier et d'attendre un petit peu, et de ne pas forcément consulter pour un oui ou pour un non. La disparition des repères de soins dans la société, c'est clair, parce que finalement, on a tellement d'informations qu'on va aller dans des systèmes où on pense que ça va être le mieux, alors que finalement, on va avoir un parcours qui ne va pas forcément être adapté. Alors, la notion de médecin traitant, la notion référent que vous déclarez, certains ont trouvé ça comme une limitation à leur droit. Alors c'est relatif parce que vous pouvez changer de médecin traitant tous les 3 jours si vous voulez. Il suffit d'aller voir un autre médecin, vous dites tiens, vous êtes mon médecin traitant, il fait la déclaration, c'est fait. Bon, ça c'est quand même assez exceptionnel. Mais ceux qui étaient les plus embêtés, c'était un certain nombre de spécialités médicales, d'autres spécialités médicales, et en particulier dans certains endroits de la France, parce qu'il faut avoir en tête que dans certains endroits de la France, la démographie médicale n'est pas sinistrée, au contraire. Il y a quelques années, existait, on peut penser que ça existe encore dans certains coins, mais existait ce qu'on appelait un chaînage, c'est-à-dire avant justement le médecin traitant. C'est-à-dire que la personne qui avait mal à la poitrine disait « Oh là là, c'est peut-être le cœur, donc je vais aller voir le cardiologue ». Donc alors, le cardiologue qui fait les examens, la batterie, etc., toutes les échographies,
électrocardiogramme, qui dit bah non, c'est pas cardiaque. Mais ça peut éventuellement être pulmonaire. Donc vous allez avoir le docteur Intel de ma part qui est pneumologue. Bon, allez voir le docteur Intel qui est pneumologue, qui fait des radios, qui fait des etc. Non, c'est pas pulmonaire, mais c'est peut-être rhumatologique. Donc vous allez voir le docteur Intel de ma part qui va faire les radios, etc., etc. Qui va, et puis qui va dire bah non, c'est pas rhumatologique, donc, mais votre truc là, c'est peut-être digestif quand même. Hein. Donc vous allez aller voir le docteur Intel de ma part qui fait l'examen, etc., etc., etc. Et puis on tournait comme ça, hein, à tel point que les collègues qui voyaient arriver un petit jeune s'installer, disaient ok, on veut bien que tu t'installes à côté de chez nous, mais si tu vois un patient qui n'est pas de ta spécialité, tu nous le renvoies. D'accord. Et donc il y a des patients qui tournaient. Hein, à tel point que la sécurité sociale sait bien ce que coûtent les patients. La cardiologie dans la région PACA, à pathologie égale, à situation égale, coûte 9 fois plus que dans l'Ardèche. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Monsieur est sans doute d'originaire de la région PACA. Alors, il va falloir qu'on fasse une étude, hein, si c'est vraiment... Donc, les pertes de responsabilité individuelle, on en a parlé un petit peu, et puis également la médiatisation de la santé, avec tout ce que ça comporte, les informations, les désinformations, Internet, et tout ce que ça peut être avec ça, en fait. Hein. Donc, il y a un constat. Je vais en terminer pratiquement là. Hein. Donc, c'est 40% d'offres de soins en 2020 par rapport à 2003, clairement, et plus de demandes de soins par rapport à tout ça. Et enfin, des nécessités. Ça veut dire redistribuer l'offre de soins et réorganiser le système de distribution des soins. Dans ce qui concerne le redistribution, eh bien, il faut qu'il y ait une politique d'installation des médecins en fonction des secteurs en besoin. Et là, on est devant un gros, très 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 gros obstacle. C'est-à-dire que lorsque vous allez dire aux jeunes médecins de s'installer dans tel endroit, ils vont vous dire non, atteinte à la liberté, etc., 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 etc. Bon. Je vous dis personnellement, mais ça n'engage que moi, du tout. Je pense que les études de médecine ne coûtent rien à l'étudiant. C'est négligeable, si vous voulez. Hein. C'est de l'ordre de 300-400 € par an. Vous allez dans une université nord-américaine pas très chère, c'est 40 000 € par an, si vous voulez. D'accord ? Bon. Eh bien, c'est la société qui paye les études des médecins, quand même, clairement et nettement. Donc moi, ça ne me choquerait pas que, à l'issue de cela, eh bien, comme pour d'autres professions, je pense aux instituteurs, je pense aux enseignants, eh bien, le médecin, on dit au médecin, bah, écoute, tu vas aller t'installer pendant 4 ou 5 ans dans tel endroit et tu vas pouvoir travailler et après, bah, éventuellement, tu t'installeras où tu veux. Mais alors ça, je vous dis ça, c'est politiquement très incorrect. Très, très, très incorrect. Là, quand on dit ça, là, j'arrive à un âge où les problèmes me passent un peu au-dessus de la tête, en fait. Hein. Donc ça veut dire incitation, obligation. Les politiques sont des gens curieux quand même. Ils ont l'impression qu'en donnant des sous aux médecins, ils vont s'installer là où ils veulent, là où il faudrait. Mais c'est totalement faux. Totalement faux. Les gens qui vont s'installer dans un coin, ils vont toucher les sous, mais si, de toute façon, ils auraient s'installer même sans les sous dedans, si vous voulez. Donc là, si, on a l'impression en France que parce que vous allez donner des sous à quelqu'un, bah, il va faire ce que vous lui donnez. Non, c'est totalement faux. Quand on sait les préoccupations des médecins actuellement, c'est pas le salaire, c'est le cadre d'exercice et c'est le cadre de vie. Donc derrière, vous ne les forcerez pas derrière, hein, en ce qui concerne les obligations. Et puis, la réorganisation du travail, eh bien, on a parlé, c'est les maisons médicales pluriprofessionnelles, hein, avec plusieurs professionnels. Ce sont les travailleurs sociaux, potentiellement dans les cabinets médicaux, auxquels il va falloir penser. Ce sont les médecins et non plus les médecins traitants, mais essentiellement les cabinets traitants, hein, dans la mesure où vous allez avoir un cabinet, si vous voulez un médecin particulier, il faudra peut-être prendre rendez-vous très longtemps à l'avance. C'est une activité quasi exclusive de consultation parce qu'effectivement, actuellement, on ne fait plus de visites à domicile. On les fait uniquement pour les personnes dans les EHPAD, dans les maisons de retraite ou les gens qui sont véritablement en difficulté. C'est terminé le temps où on était appelé pour faire un vaccin à domicile. C'est clairement impossible à envisager. Et puis surtout, c'est le transfert des tâches professionnelles. C'est-à-dire que
Un patient qui va avoir une maladie chronique équilibrée, clairement, le diabétique qui est totalement équilibré, l'hypertendu qui est totalement équilibré, il peut être vu par un médecin une fois dans l'année, simplement une fois. Hein. Il peut très bien être vu deux fois par une infirmière spécialisée qui va prendre des coordonnées, etc., qui va renouveler son ordonnance. Ok. Mais ça, c'est encore très difficile, c'est même encore, pour ainsi dire, impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que, eh ben, effectivement, dans ce système-là, c'est pas très rentable puisqu'on est payé à l'acte et que plus vous faites d'actes, plus vous êtes payé. Vaut mieux voir un patient 12 fois dans l'année, vous touchez 12 fois 23 euros, qu'une fois où vous touchez 23 euros. D'accord? Donc on est vraiment dans un système qui doit être revu complètement, et en particulier le paiement. Et puis, accepter ce transfert de compétences, c'est ce qui se fait clairement dans les États, enfin en Angleterre, où on a des infirmières spécialisées qui vont faire de l'éducation thérapeutique, qui vont prendre en charge un certain nombre d'éléments. Donc voilà, de façon extrêmement résumée, hein, avec les travailleurs médicaux et paramédicaux dans ces maisons, ce que je voulais vous dire. Très, comment dirais-je, en survolant tout ce sujet-là.